seul atelier pour 4 personnes. Alors moi j'avais mon petit lit dans l'atelier de papa, où il peignait. Alors j'ai vécu dans le parfum de la térébenthine pendant des années, des années. À 7 ans, je parlais le russe avec mes parents, mais comme ils voulaient apprendre le français, ils ont refusé de me parler russe, c'était dommage. Et après, on a eu un deuxième atelier. Alors là, les enfants avaient leur chambre et l'atelier était le salon. Alors ma mère avait acheté un très beau tapis multicolore. Elle avait fait de l'atelier de la ruche un vrai salon. Le canapé avec le beau tapis était sous la grande fenêtre, puisque la ruche a d'énormes fenêtres. Et alors, avec des fleurs de chaque côté, elle avait un vrai salon et elle offrait le thé à toutes les voisines. Il y avait une énorme pauvreté, mais comme tous ces gens-là étaient des jeunes couples ou des célibataires jeunes, enfin tout le monde vivait sans penser beaucoup à gagner de l'argent. C'était un autre temps. Mais j'ai des souvenirs épatants de la ruche, parce qu'on était des quantités d'enfants et on s'amusait beaucoup. Il y avait un vieil atelier qui n'était pas habité où les jeunes artistes jouaient du théâtre. Enfin, on avait des arbres. Vous savez, c'était énorme le terrain d'Alfred Boucher qu'il avait mis à la disposition de ces pauvres peintres de l'Est ou de l'Ouest, enfin surtout des Russes et des Polonais, des Français aussi, il y avait de tout. Jusqu'au jour où Lounatchavski est venu. C'était un bolchevique qui est venu ramasser les artistes pour les ramener au pays. Et il y en a qui voulaient, ma mère par exemple, voulait rentrer. Ils étaient du Bund, vous savez. Enfin, mon père s'est absolument opposé et heureusement pour nous. J'ai vécu à peu près 12 ou 13 ans à la ruche. Actuellement, on ne peut pas se rendre compte de la taille qu'avait la ruche à cette époque. En tout cas, M. Alfred Boucher, moi, je lui dois une reconnaissance éternelle. Parce que quand on n'avait pas d'argent, on ne payait pas le loyer. De très bonne heure, j'ai participé aux affres de la pauvreté. Sans en souffrir beaucoup, puisque mes parents faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour nous rendre la vie agréable. La maison elle-même, les ateliers n'étaient pas très confortables, évidemment. Comme c'était une ruche en forme de rond, il y avait la pièce d'eau au milieu, on me lavait dans un tub. Tous les voisins, quand ils voulaient regarder, surtout quand j'ai commencé à prendre un âge un peu plus avancé, ils étaient très curieux et moi j'avais horreur d'être lavée dans ce tub, dans l'espace de tous les habitants. Enfin, j'ai été très heureuse. Mon père avait une forte personnalité. Oui. Enfin, le couple était très amoureux et comme ma mère, elle admirait son mari, je sentais cette chose-là. C'était le grand patron de la maison, ça c'est sûr, je l'admirais beaucoup. Quand il m'emmenait au Louvre, alors là, c'était une journée, le dimanche matin, le Louvre gratuit. J'étais une petite fille avec des cheveux un peu au burn, bouclés, très mignonne. Ma mère nous habillait avec des coupons de soie ou de velours. On était très élégants sur le fauteuil du Louvre. Et alors, un moment, les gens qui circulaient regardaient cette petite fille
comme si c'était un Renoir ou je ne sais pas, un impressionniste. Et alors, mon père, tout d'un coup, se rappelle de moi, il me cherche, il ne me voit pas. Alors il écarte tout le monde comme ça, comme un fou. C'est à cette occasion que j'ai vu l'amour qu'il me portait. Un jour est arrivé Volovic. Volovic était un jeune, très beau garçon qui venait d'Ukraine. Et alors, j'étais absolument submergée par ce jeune homme. Toutes les natures mortes de papa, je les descendais dans son atelier qui était au rez-de-chaussée. Alors mon père cherchait ses poteries, ses fleurs, ses pommes qu'il avait composées sur sa tablette. Et moi, je les descendais chez Monsieur Volovic. Très beau garçon. Mais le soir, j'étais fâchée parce qu'il fallait que je fasse mes devoirs dans un de ces deux ateliers. Et il parlait du monde, de réformer tout ce qui était mal, il fallait le supprimer, etc. Enfin, à force de réformer le monde et de parler, moi je ne pouvais pas faire mes devoirs. Alors je disais à ma mère, mon Dieu, est-ce qu'ils vont bientôt partir, maman, est-ce qu'ils vont bientôt partir? La réforme du monde ne m'intéressait pas comme aujourd'hui. Crémeigne était un de mes bons amis parce qu'il n'avait qu'un fils, il n'avait pas de fille, alors quand j'avais un petit cadeau, c'est lui qui me l'offrait la plupart du temps. J'aimais beaucoup Crémeigne. Par contre, Soutine, Soutine, je ne l'aimais pas du tout. D'abord, il nous réveillait la nuit, mon frère et moi, parce qu'il avait faim probablement, et alors mes parents étant sortis, il tapait tellement fort qu'on était obligé de lui ouvrir. Alors il allait chercher quelques restes d'aliments dans le garde-manger. Voilà, et il n'aimait pas les enfants, ça, il n'aimait pas. Soutine et mon père se sont connus parce que je crois qu'on a battu beaucoup Soutine qui avait fait le portrait d'un rabbin, ce qui était interdit. Ensuite, il a fréquenté la maison de mon grand-père. Mon grand-père faisait ses violons lui-même. Enfin, il fabriquait son violon et il le peignait en rouge avec des vernis. Et Soutine, paraît-il, aimait beaucoup venir chez eux, il regardait faire. Mon père disait que son rouge, c'est le vernis du violon de son grand-père. Mon père est parti pour Paris, parce que Crémeigne était déjà à Paris, et il leur avait écrit de venir dès qu'il leur dirait qu'ils pouvaient venir, c'est-à-dire qu'ils pouvaient les loger, qu'il avait un atelier. À la gare du Nord, ils ont demandé où est le métro La Ruche. Ils ont cru que c'était le nom du métro où ils devaient descendre. Enfin voilà, c'était les émigrés russes qui profitaient des beautés de Paris. Soutine était en train de démolir ce tableau. Alors mon père a dit, mais t'es bête, il est beau d'ailleurs, et puis la tête est très belle, garde la tête au moins. Alors il a écouté mon père, et comme il avait besoin d'argent, mon père l'a emmené chez un de ses amateurs, un docteur. Et des années plus tard, le docteur était mort, sa fille vendait le tableau. Alors mon père me dit, tu veux que je te rachète le Soutine? Il était probablement en fond. Je dis, mais bien sûr que je veux. Tu ne crois pas que je vais refuser un tel cadeau? Et c'est comme ça qu'il m'a acheté la vendeuse de journaux. Mais c'est une merveille ce Soutine. Petit comme ça. Mais vous savez, c'est pas la largeur du tableau qui fait la renommée. Celui-là, je l'ai donné au musée. Un jour, je posais, il était terrible. Naturellement, les enfants lui servaient beaucoup de modèles. Moi, je détestais rester tranquille comme ça. C'était terrible. Tu t'en iras pas, il faut que je finisse mon portrait. Mais papa, j'ai un rendez-vous.
C'était mon premier fiancé qui m'attendait dans le jardin du Luxembourg, à la fontaine Médicis. Alors il dit, oh, il t'attendra, tu sais, tu en trouveras d'autres, ne t'inquiète pas. Mais papa, j'ai rendez-vous, il va partir. Mais non, il va pas partir, et puis même s'il part, 10 de perdus, 20 de retrouvés, je ne sais pas ce qu'il me racontait. Enfin, je suis partie 4 heures après. 4 heures après. Et je l'ai retrouvé, mon fiancé, à la fontaine Médicis. C'est comme ça que j'ai dit, s'il est là, je l'épouse, voilà. Et il était là. Je ne savais même pas ce que je faisais exactement. À 19 ans, je me suis mariée d'abord à Paris. J'ai vécu 13 ans en Roumanie. 13 ans très heureux d'ailleurs, malgré la guerre, malgré les... Enfin, très compliqué. En 1942, j'étais la seule à quitter la Roumanie. Et puis même la Roumanie était antisémite à l'époque. On m'a laissé partir. Je suis passée devant une commission d'Allemands. Et j'ai traversé toute l'Europe en guerre avec une valise bourrée de sardines. J'avais pas d'argent non plus. J'avais laissé mon mari et mon enfant à cette époque à Bucarest. J'ai fait un voyage de 8 jours. Mes parents avaient reçu le télégramme, ils me croyaient morte. J'ai dormi à Zagreb dans une baignoire devant la synagogue qui brûlait. C'était vraiment un voyage extraordinaire, oui, à travers l'Europe en guerre. Il a fallu que je change 7 ou 8 fois de train. J'ai dormi chez l'habitant à Fiume, je crois, Fiume, oui, dans l'Adriatique. Il y avait écrit Mussolini en lettres énormes, électrisées. Enfin, il y avait des petits gosses qui servaient de soldats. Et puis, quelquefois, il fallait se coucher dans les wagons parce qu'on tiraillait de tous les côtés. Enfin, c'était assez impressionnant. Et enfin, je suis arrivée après 8 jours de voyage, 8 ou 9 jours de voyage, avec ma valise. Les sardines avaient disparu puisque j'avais donné en bakchich chaque fois des sardines et ça plaisait beaucoup à tous ces gens qui m'avaient aidé. Alors en France, quand je racontais d'où je venais, personne ne voulait me croire. À cette époque, j'avais 30 ans à peu près. J'étais jeune, encore très accorte. Je suis passée à travers beaucoup de dangers. Mais tout à fait innocente, vous savez, bête et vraiment inconsciente, littéralement. Il était à la recherche d'un frère qui vivait en Israël, qu'il n'avait pas vu depuis 36 ans. Il est parti, il a été là-bas, il a vécu plusieurs mois, il a fait de très belles choses d'ailleurs en Israël. Et maintenant j'ai fait ce petit musée pour lui dans le cadre de l'université de Tel Aviv, dans le campus. C'est pas un grand musée, mais l'endroit est absolument ravissant. Voilà, alors je me suis occupée de lui un peu, de lui faire un petit musée. Je crois qu'à la ruche et dans les ateliers, j'ai pris un goût de la peinture, enfin celle qui me plaît. Voilà, j'adore me trouver devant un tableau et le regarder et être contente de le voir, c'est ça. Je trouve que c'est un ami de l'homme, un beau tableau. Vous savez, vous pouvez couper tout ce que vous voulez, je vous en voudrais. Je ne vous en voudrais pas du tout. Je suis quelqu'un de très simple.